Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité. L'élection présidentielle approche au Gabon. L'heure est donc à la préparation de la campagne électorale pour les partis de la majorité autant que pour ceux de l'opposition. Et puis nouvelle victoire pour l'armée nigériane. Elle a libéré 241 otages qui étaient détenus par Boko Haram et arrêté 41 membres du groupe terroriste lors d'une opération dans l'état de Borno. Le dialogue inclusif au Burundi, c'est ce qu'exige l'Église catholique, mais le pouvoir refuse de s'asseoir à la table des pourparlers avec le CNARED, qui regroupe notamment l'opposition dite radicale. Au Gabon, partis politiques de la majorité et de l'opposition se préparent pour la campagne électorale. Tournée meeting à l'approche du scrutin présidentiel. Il s'agit de rallier à leur cause le plus grand nombre d'électeurs. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. À un an de l'élection présidentielle au Gabon, les partis se bousculent et les stratégies se précisent. Sur le terrain, les différents responsables de partis politiques de la majorité et de l'opposition sont déjà à pied d'œuvre. Si pour le parti au pouvoir, l'heure n'est pas à la campagne, pour l'opposition, c'est la période indiquée pour consolider ses bases. Je suis venu ici par exemple sur ce site en 2012. En 2012, il n'y avait pas de campagne. Il est quand même normal que je vienne voir 4 ans après ce qui a été fait sur ce site. Donc c'est mon travail de président. J'ai été élu pour ça. Donc ceux qui pensent déjà à la campagne, je suis désolé, peut-être qu'ils ont le loisir de pouvoir le faire et qu'ils sont oisifs. Moi, je suis très occupé et je poursuis le programme que j'ai présenté aux Gabonais, pour lequel j'ai été élu et que j'amènerai à son terme. Le président du Parti social-démocrate, le désormais indépendant Jean Ping, le président de l'Union nationale et les nombreuses associations de la majorité présidentielle comme de l'opposition multiplient les tournées à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser la population et tenter chacun à son tour de rallier le plus grand nombre à sa cause. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai animé des causeries, j'ai expliqué à nos bases ce que veut l'Union nationale, ce que veut le Front, etc. Donc ce travail se fait et d'autres aussi font exactement la même chose. Nous avons une feuille de route qui justement consiste à faire en sorte qu'il y ait l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire. Et nous avons commencé avec Libreville et dans certaines localités de l'intérieur. Pour le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba, un nouveau mandat sera l'occasion de poursuivre le plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Mais pour l'opposition, 2016 est une année fatidique pour changer un système vieux de plus de 40 ans. Dans tous les cas, il revient au peuple d'être attentif aux choix cruciaux qui doivent s'opérer en toute transparence. La lutte contre Boko Haram se poursuit. Les autorités nigérianes ont annoncé avoir arrêté plus de 40 membres du groupe terroriste et avoir libéré 241 otages, principalement des femmes et des enfants qui étaient détenus dans la forêt de Sambisa, dans l'état du Borno. Paul de Singwe. L'opération aurait porté ses fruits. L'armée nigériane affirme avoir libéré 241 otages détenus par la secte islamiste Boko Haram. Selon les autorités nigérianes, cet exploit a été rendu possible grâce à une opération militaire menée dans le nord-est du pays contre Boko Haram le 22 septembre 2015. Cette opération a également permis l'arrestation de 43 combattants de Boko Haram. Des interrogatoires sont en cours pour connaître leur statut exact. Certaines personnes étaient retenues contre leur gré. Certaines étaient des membres de la famille des insurgés. Le président Muhammadu Buhari garantit à tout le Nigérian que les jours de Boko Haram sont comptés. Les personnes libérées des griffes de Boko Haram étaient essentiellement des femmes et des enfants, une spécialité de ce groupe terroriste. Selon Amnesty International, depuis janvier 2014, près de 2000 femmes et filles ont été enlevées par Boko Haram. Des cibles faciles, très souvent utilisées comme des bombes humaines par la secte islamiste. On sait très bien que quand une question concerne la femme ou l'enfant, c'est la communauté internationale qui est complètement mobilisée, qui est complètement offusquée. Donc ça a été une bonne cible, entre guillemets, pour Boko Haram, pour médiatiser sa capacité de nuisance. Et aussi aujourd'hui, c'est une cible potentielle pour la facilité d'enrôlement idéologique, parce que ce sont des êtres qui sont fragiles et qui sont capables et qui sont facilement enrôlables idéologiquement. Donc c'est un choix opérationnel, un choix tactique qui a été opéré par Boko Haram de prendre comme cible les femmes et les enfants.
Depuis le mois de mai, des centaines de femmes et enfants avaient été libérés de la forêt de Sambisa dans l'état du Borno. Toujours dans l'état du Borno, à Maïdougouri cette fois-ci, c'est plus de 180 personnes qui avaient été libérées des griffes de Boko Haram. C'est fait tendre à confirmer que la nébuleuse est en train de perdre du terrain. Au Burundi, l'Église catholique appelle à la reprise des négociations inclusives, un dialogue que le gouvernement burundais est prêt à entamer, mais sans le CNARED, un organe qui rassemble les partis de l'opposition politique dite radicale, mais aussi des représentants de la société civile. Lise Elsia Kizimana. L'Église catholique appelle à la reprise des négociations inclusives au Burundi. C'est à travers un message lu dans toutes les paroisses du pays dimanche 20 septembre 2015 et diffusé ce mardi à la radio confessionnelle Radio Maria que les évêques catholiques ont recommandé les acteurs politiques de regagner la table des négociations. Nous devons accepter de nous asseoir ensemble sans exclure personne afin de trouver, diagnostiquer ensemble la maladie qui nous afflige et trouver le remède approprié. Le gouvernement burundais n'a pas tardé à réagir face à cet appel. Mercredi 23 septembre 2015, les autorités burundaises ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à dialoguer, mais sans les personnes poursuivies pour insurrection. Le gouvernement est tout à fait d'accord avec la proposition du dialogue de l'Église catholique, mais il n'y aura jamais de négociation avec ceux qui sont poursuivis pour insurrection et veulent ramener notre pays dans le chaos et la guerre. Le 17 septembre 2015, le procureur général a annoncé l'émission de mandats internationaux contre les opposants au troisième mandat. Ces mandats d'arrêt visent, entre autres, les membres du CNARED, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la restauration de l'état de droit, un organe qui rassemble des partis politiques de l'opposition dite radicale et des représentants de la société civile. Les deux forces antagonistes au Burundi sont le CNDD-FDD et le CNARED, l'opposition regroupée au sein du CNARED. Donc, si le pouvoir veut discuter avec d'autres partis, d'autres opposants hors CNARED, ça veut dire qu'il faut négocier avec OASA qui est déjà dans les institutions. Il n'y aura pas de paix au Burundi, disons, sans la négociation avec le CNARED, parce que le CNARED dispose d'une certaine force diplomatique et politique. Et dans ces jours, on ne sait pas exactement si, au niveau de la rébellion, le CNARED n'est pas impliqué. Donc, il faut une négociation à deux. Le dialogue entre le pouvoir, l'opposition et la société civile a été interrompu le 19 juillet 2015. Pour l'heure, le gouvernement burundais souhaite un dialogue sans médiateur étranger, mais n'exclut pas le retour de Yoweri Museveni, président ougandais, désigné par les chefs d'État de l'East African Community pour assurer la médiation au Burundi. Le système de transfert d'argent de la diaspora est en constante progression sur le continent depuis 2006. En 2014, par exemple, le flux des transferts dans l'espace CEDEAO a atteint 26 milliards de dollars, une manne financière loin d'être négligeable qui contribue fortement au développement des économies de l'Afrique de l'Ouest. Un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. Le transfert d'argent connaît une forte croissance sur le continent depuis quelques années. En Afrique de l'Ouest, les migrants ont réalisé 26 milliards de dollars de transferts en 2014. À noter que depuis 2006, le volume annuel de ces flux financiers est supérieur à celui de l'aide publique au développement que reçoivent les pays de cette région ouest-africaine. C'est indéniable. C'est indéniable qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, la diaspora d'Afrique de l'Ouest est devenue incontournable. Aujourd'hui, si du jour au lendemain, ces personnes arrêtent d'envoyer de l'argent, le soutien qu'ils apportent dans le domaine de la santé, comme je viens de vous dire, dans le domaine de l'éducation, ce soutien va disparaître et c'est l'État qui va devoir prendre en charge toutes ces populations-là. Les États gagnent aussi en termes de transfert d'argent parce que donc il y a tout un ensemble de taxes qui sont gérées de ce côté-là. L'Afrique perd chaque année 1,8 milliard de dollars dans les transferts de fonds opérés par la diaspora vers leurs proches à travers les frais imposés par les agences classiques venues d'ailleurs. Autre obstacle dans le rendement de ces flux financiers, le coût élevé des transferts depuis l'étranger et les envois informels. Le système informel, il n'existe parce que le système formel ne règle pas le problème. Lorsque vous devez faire un transfert d'argent dans un pays comme le Sénégal et que ça vous coûte par exemple 10% de la somme, c'est assez énorme. C'est quand même un manque à gagner pour les populations. En Afrique, une personne sur deux possède un téléphone. Avec un faible taux de bancarisation sur le continent, l'usage du téléphone mobile offre un avenir prometteur. L'Afrique du Nord et de l'Ouest capte plus de 3/4 des transferts d'argent vers le continent et selon les experts,
L'envoi d'argent de la diaspora représente un peu plus de 3% du produit intérieur brut de l'Afrique. Ouverture ce jeudi 25 septembre de la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin Yaoundé au Cameroun. La compétition regroupe 12 sélections et se disputera jusqu'au 3 octobre. Le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Retour sur les matchs de la première journée avec Samuel Nono, l'ancien international de basketball. Concernant les deux derniers matchs de la première journée de l'Afro-Basket Dame, le Cameroun a gagné son match face au Mozambique après un début assez timide. On peut considérer que c'est dû au fait que c'était son premier match face à son public. Mais néanmoins, cette victoire fera un très bon coup au moral des Camerounaises qui rencontreront donc le Mali ce soir. Et parlant du dernier match de la journée entre le Sénégal et l'Angola, ayant largement dominé la rencontre dans les 3 premiers quarts-temps, le Sénégal s'est incliné malheureusement face à l'Angola, comme quoi les surprises, il y en aura d'autres. Donc en ce qui concerne les matchs de la journée, on s'attend beaucoup plus au derby qui va opposer, aux rencontres qui vont opposer le Cameroun et le Mali. Ça, aujourd'hui, c'est une rencontre assez déterminante, peut-être pour la première place du groupe. Et ensuite, la rencontre entre l'Angola et le Nigeria. Le Nigeria n'a pas pu jouer hier, dû au fait que la Guinée n'était pas encore arrivée. Donc, ce sont les matchs dont les niveaux permettront de rehausser l'image de marque de l'Afro-Basket. Donc, on s'attend quand même à une grande rencontre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.